Bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce nouvelle interview. Alors aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité et donc j'ai un invité assez spécialisé. Donc bienvenue Saverio Tomasella. Merci Ludovic, merci pour ton invitation. Alors Saverio, je te présente rapidement, mais tu es docteur en psychopathologie et chercheur en psychologie clinique. Et bon, tu as écrit notamment plusieurs ouvrages sur les hypersensibles, les ultrasensibles, on verra la différence tout à l'heure. Euh, je vais direct au but. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Alors l'hypersensibilité, qu'on appelle haute sensibilité un peu partout ou ailleurs qu'en France, puisque les anglo-saxons disent highly sensitive person, personne hautement sensible, c'est tout simplement une sensibilité supérieure à la moyenne. C'est important de repartir de cette définition extrêmement simple. C'est une sensibilité supérieure à la moyenne. Ça ne veut pas dire que c'est une sensibilité différente. Nous sommes tous des êtres humains et dans ce continuum, dans cette continuité de sensibilité chez les humains, il y a un tiers à peu près, 31% de la population mondiale qui est caractérisée par une sensibilité plus élevée. Et ça va se décliner dans 5 directions, dans 5 domaines. Et généralement, on considère qu'il faut qu'il y ait ces 5 caractéristiques pour que la personne soit vraiment hautement sensible ou, entre guillemets, hypersensible pour les Français. La première caractéristique, c'est la définition scientifique de la sensibilité élevée, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations. Traitement sensoriel approfondi des informations ou traitement en profondeur, si on le dit plus rapidement. Ça veut dire que le cerveau des personnes hautement sensibles ne va pas faire de tri. Le thalamus, qui est le centre de tri du cerveau, qui fait la sélection parmi les informations, va être en sous-activité et les personnes hautement sensibles vont recevoir toutes les informations en même temps. Des informations sensorielles, émotionnelles, intuitives, cognitives, mentales et peut-être extrasensorielles aussi pour les personnes qui ont une ouverture sur des dimensions subtiles. Et toutes ces informations vont arriver en même temps et vont être traitées de façon soigneuse, méticuleuse, vont être traitées vraiment en profondeur. Et ce qui fait que les personnes hautement sensibles ont le sens du détail, sont très observatrices et souvent elles disent elles-mêmes, je suis sans filtre. Ça va déboucher sur la deuxième caractéristique qui est celle dont on parle le plus, qui est l'hyperstimulation. Une très grande stimulation, une surstimulation, ce qui fait que la personne hautement sensible, je précise qu'il y a autant d'hommes que de femmes, autant de garçons que de filles qui sont hautement sensibles, la personne hautement sensible va se sentir saturée. Même si elle adore être avec des amis, au bout d'un moment, ça fait trop. Personne qui adore les foules, les concerts, les centres commerciaux, peu importe, au bout de la plage, au bout d'un moment, ça fait trop. Ou alors passionné par la recherche sur tel ou tel domaine, va lire toutes sortes de choses, mais au bout d'un moment, ça fait trop. Cette saturation, c'est vraiment important de comprendre elle va arriver très vite chez les personnes hautement sensibles parce que c'est la clé pour ajuster euh, notre énergie, notre niveau d'énergie et notre capacité à recevoir, notre réceptivité, pour pouvoir bien vivre chaque journée. La troisième, donc ça veut dire qu'on a besoin de faire des pauses, on a besoin de faire plus de pauses que les autres personnes. La troisième caractéristique concerne les émotions, c'est peut-être celle dont on parle le plus maintenant dans les médias. Donc la personne hautement sensible, elle est plus émotionnelle, plus émotive, elle a plus d'émotions, des émotions variées, des émotions qui durent plus longtemps, qui vont être plus intenses, mais surtout, c'est une personne poreuse. Hein, les gens disent, je suis une véritable éponge émotionnelle. Ça veut dire que nous allons recevoir, je dis nous parce que je suis hautement sensible moi aussi, nous allons recevoir toutes les émotions des autres. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus très bien faire la part des choses entre est-ce que c'est mon émotion ou est-ce que c'est l'émotion de quelqu'un d'autre. Si le matin, j'arrive en pleine forme au travail et que dans le groupe, il y a une colère, une tristesse, une tension, etc., je vais tout de suite capter ça. Et s'il faut,
Ma bonne humeur va être effacée, va être recouverte par la tristesse, la tension, la colère du groupe ou d'une personne dans le groupe. Quatrième caractéristique, celle-là, elle est souvent oubliée, c'est le sens des nuances, le sens des subtilités, et notamment une grande attention portée au langage non verbal. Les mimiques, les gestes, les postures, les grimaces, les regards, tout ce que on va transmettre avec notre corps en dehors des mots. Ce qui fait que souvent on se dit, mais pourquoi elle m'a dit ça avec cette intonation-là ou de cette façon-là? Pourquoi il m'a regardé comme ça? Et ça peut provoquer des ruminations, toutes sortes de questions, parce que on perçoit très vite les décalages entre le langage non verbal et le langage verbal. Ça, c'est les 4 caractéristiques qui ont été mises en évidence par Hélène Aron et son mari Arthur Aron, qui sont les spécialistes américains de la sensibilité élevée. Et la 5e caractéristique a été mise en évidence un tout petit peu plus tard par 2 anglo-saxons, Thomas Boyce, qui est un pédiatre, pédopsychiatre, qui a beaucoup travaillé auprès des enfants orchidées, ils appellent les enfants orchidées, qui sont les enfants particulièrement sensibles, et euh, Michael Plus, un Britannique qui lui est plus dans la biologie. Ils ont mis en évidence ce qu'ils appellent la sensibilité avantageuse. C'est-à-dire que cette sensibilité élevée ou cette sensibilité particulière, si on la vit dans un environnement porteur, avec des amis, une famille qui nous acceptent comme on est, qui nous soutiennent, qui croient en nous, etc., surtout quand on est enfant et adolescent, on va être moins souvent malade, en meilleure santé, se blesser moins souvent, être enthousiaste et très entreprenant, très sociable, etc. Au contraire, si on est dans un environnement qui ne nous comprend pas, qui nous repousse, qui nous rejette, qui nous critique parce qu'on est hautement sensible, ou pour les enfants et les adolescents dans un environnement violent, de misère ou de maltraitance, on va au contraire être plus facilement déprimé, plus facilement anxieux, avoir des tendances suicidaires, une santé moins bonne, se blesser plus souvent. Et à l'école, ces enfants et ces adolescents vont être plus facilement victimes de harcèlement. Cette sensibilité avantageuse, elle veut dire qu'on est très, très réceptif, très, très influencé par l'environnement dans lequel on évolue. Donc voilà les 5 grandes caractéristiques de la haute sensibilité ou sensibilité élevée. Et déjà, dans tout ce que tu viens d'annoncer, les 5 points, moi j'ai plein de questions, mais je me disais, parce que plus tu définissais, j'ai commencé à voir un petit peu les souffrances qu'il peut y avoir, et notamment quand tu parlais du côté émotionnel, où tu sais plus si l'émotion que tu reçois, c'est la tienne ou pas. J'ai l'impression que enfin, la personne hypersensible, elle est un peu catalyseur. Quand tu dis que tu rentres dans une pièce, si les gens ils sont en colère, mais qu'ils l'expriment pas et que c'est latent, aussi bien c'est la personne hypersensible qui va dégoupiller, qui va se mettre en colère, pas parce qu'elle est en colère, mais parce qu'elle va capter l'énergie qui est là. Et vu que c'est ou c'est insupportable ou c'est instinctif, elle va la vivre, cette colère. Donc il y a déjà la souffrance aussi de on n'est pas un peu des boucs émissaires quand on est hypersensible? Parce que quand tu rentres dans une pièce, que tu sens la colère et que tu la vis, ça fout le bordel d'un coup. Oui, Et les gens, t'es un peu le bouc émissaire, quoi. oui, alors c'est très important parce que effectivement, dans un groupe, c'est la personne la plus sensible qui va être le fusible. Avant même de devenir le bouc émissaire, ça va être la conséquence. Mais la première chose, c'est là où les personnes les plus sensibles qui vont être les fusibles, c'est-à-dire, comme tu l'expliques très bien, qui vont sentir les émotions non dites, les émotions non exprimées, et qui vont tellement être envahies par ces émotions non dites, non exprimées, qu'elles vont les exprimer d'une façon ou d'une autre, et qu'on va finir par leur reprocher à elles, à ces personnes, hommes ou femmes, d'exprimer les émotions difficiles du groupe. On va dire, mais il y en a marre, c'est tout le temps toi qui es en colère, ou c'est toi qui râle, ou c'est toi qui es triste, ou c'est toi qui dis ce qui ne va pas. Mais oui, forcément, parce que la personne hautement sensible, elle est hautement consciente. Non seulement elle ressent les choses du groupe, mais comme elle est très consciente de ce qui se passe et qu'elle est franche, elle est authentique, ça c'est une des caractéristiques des personnes hautement sensibles, cette authenticité fait qu'elle ne va pas garder pour elle, elle va exprimer les informations qu'elle reçoit dans le groupe, et donc on va souvent l'accuser d'être l'empêcheuse ou l'empêcheur de tourner en rond, et ça peut effectivement donner lieu à du harcèlement, à être victime de bouc émissaire du groupe, ou en tout cas mal vu dans le groupe. Je, suis- je, suis- je- Moi, je me dis, mais
c'est quand même hyper difficile de vivre avec l'autre ou en société quand on a cette perception. C'est quoi finalement la solution c'est de se créer aimer un cocon bienveillant autour de soi. Oui, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a une solution au niveau de la saturation, c'est je fais des pauses dès que je sens que je suis fatigué, ou si je suis au travail, je vais faire un tour. S'il y a une salle de repos, même 5 minutes, je vais dans la salle de repos. S'il n'y en a pas, je vais aux toilettes. Ou parfois on peut sortir, il y a un jardin, une cour, ou même dans la rue. C'est ne pas hésiter à dire, bon là, je sens que je sature, je fais quelque chose pour moi. On n'est pas obligé de prendre tous ses repas avec les collègues. Il y a des moments où on a besoin de prendre ses repas seul ou avec un ou une collègue ou une personne extérieure au travail. Donc c'est vraiment bien connaître sa sensibilité et tout ce qui va nous faire saturer, et notamment les déclencheurs. Il y a des choses qui vont provoquer des émotions ou des réactions fortes. C'est pour ça que souvent les personnes hautement sensibles, on dit qu'elles sont susceptibles, ça n'est pas vrai. Elles sont plus réactives, tout simplement parce qu'elles sont plus sensibles, sont plus réactives. Et c'est de sentir quels sont les déclencheurs. Et mieux on connaît tout ça, mieux on va s'ajuster en fonction de ce qui se passe. Donc ça, c'est la première chose, les pauses. La deuxième chose, c'est est-ce que je suis fait pour un travail dans une grande entreprise ou dans un open space? Généralement, non. Donc, est-ce que je ne vais pas plutôt choisir des petites entreprises ou des toutes petites entreprises ou le travail à distance, le télétravail, ou carrément me mettre à mon compte? Il y a beaucoup de personnes hautement sensibles qui ont fait le choix soit du télétravail, soit de se mettre à son compte. Euh, et puis, avec, en mûrissant, on a l'expérience de toutes ces situations de groupe où on a été le fusible, le révélateur, le catalyseur, et on se dit, bah non, j'ai plus envie, ou alors je vais faire attention, il y a certaines choses que je vais peut-être dire à une seule personne du groupe, mais pas à tout le monde, ou alors j'ai mon carnet, mon journal où je mets tout ce que je ressens dans le groupe, mais je ne vais pas forcément le dire parce que sinon ça me retombe dessus. Voilà, on apprend à vivre avec cette spécificité sans tout prendre sur soi, parce que ça, c'est souvent la difficulté des personnes hautement sensibles, c'est de se sacrifier en disant, ah ben oui, je suis le fouteur de merde, le- le- l'éléphant dans le magasin de porcelaine, et on croit qu'on a cette personnalité-là. Euh, on endosse ça en se disant, ben, je suis celle ou celui qui pose problème dans le groupe, alors que non, je suis plus sensible, je perçois plus de choses, j'exprime plus de choses. Donc on m'en veut ou on me le reproche, mais ça ne veut pas dire que je suis un problème. Donc c'est avoir cette sagesse-là, de dire soit j'exprime ce que je ressens et ça va peut-être me revenir en pleine figure, mais je sais que c'est parce que je suis plus sensible, soit j'évite d'exprimer des choses difficiles dans le groupe et je vais les exprimer à une personne ou les garder pour moi, les écrire dans un journal. J'essaye de faire en sorte justement de ne pas être le bouc émissaire. Est-ce que toi, tu as des personnes en suivi, en consultation? Oui. Et donc, j'imagine que tu as des personnes hypersensibles. C'est quoi enfin, elles arrivent avec quoi? C'est quoi leur souffrance? Enfin, principalement, quand tu en accompagnes, voilà, pourquoi elles arrivent vers toi et c'est quoi leur demande, leur souffrance? Alors, avant 2021, avant 2016, c'est sûr, parce qu'on a commencé vraiment à parler dans les médias de haute sensibilité en 2016, mais il y a eu un grand boom en 2021. Donc, avant, il y avait des personnes qui arrivaient avec les souffrances, sans savoir qu'elles étaient liées à leur haute sensibilité. Maintenant, il y a beaucoup plus de demandes de personnes qui disent, je suis hypersensible, j'en souffre, comment je peux faire pour mieux vivre? Donc, les souffrances, elles sont de nature très différente. Les premières souffrances, c'est avant tout le fait de ne pas avoir été accepté dans sa propre famille, euh, d'avoir entendu tu es trop sensible, tu pleures pour un rien, ou tu te mets en colère pour un rien, euh, ou au collège, au lycée, d'avoir été harcelé ou rejeté parce qu'on était différent, plus sensible, etc. Donc c'est beaucoup des souffrances d'incompréhension et de rejet, déjà dans l'histoire, pas simplement maintenant en tant qu'adulte, mais dans tout ce qu'on a dû endurer pendant des années, où finalement on s'est fait discrète ou discret pour pas trop souffrir, ou au contraire, on est rentré dedans pour des personnalités qui sont plus volontaires ou plus énergiques, en essayant de se faire accepter, mais ça n'a généralement pas bien marché.
Donc il y a tout ça à, comment dire, à apaiser, toutes ces blessures à soigner, ces souffrances à apaiser et à ce qu'on appelle recadrer, remettre en perspective en disant ce dont vous avez souffert, c'est pas vous parce que vous n'allez pas bien ou que vous avez un problème, c'est parce que votre sensibilité atypique n'a pas été acceptée par votre environnement et que certaines personnes de cet environnement se sont acharnées sur vous parce qu'elles n'ont pas accepté votre tempérament, votre particularité sensible. Donc il y a déjà ça qui est source de beaucoup de souffrance. Après, dans le monde des adultes, il y a au travail, cette sensibilité, elle fait tâche. Elle est en décalage avec la culture productiviste, techniciste, de rentabilité, euh, où on est dans les statistiques, un peu comme la médecine ultra contemporaine, hein, où on regarde les statistiques, on oublie les humains. Ben c'est pareil dans le monde du travail, c'est-à-dire qu'on va demander du rendement, on va demander du résultat, et on s'en fout des émotions, des intuitions, de la créativité, et même du lien humain, de la façon dont on peut être. Donc ça, c'est une source de grande souffrance au travail. De souffrance parce qu'il y a incompréhension, impossibilité de s'épanouir dans un endroit où on ne parle que de rentabilité et de statistiques, et qui va mener au burn-out le plus souvent. Il y a des burn-out cachés, d'autres qui sont vraiment, enfin, qui sont vraiment évidents, parce que la personne hautement sensible, elle est généreuse, elle est empathique, elle est créative, elle est intelligente, et comme elle est méticuleuse, elle peut être aussi perfectionniste. Donc elle va rester tard au travail pour finir le dossier, généreuse envers ses collègues, donc ah ben, c'est pas grave si t'as pas fini, je vais faire ta partie du taf, et s'investissant dans les réunions, voulant que le projet aboutisse. Et au bout d'un moment, à 35, 40, 45 ans, pof, burn-out, les personnes n'en peuvent plus parce que pendant des années, elles se sont données. Donc ça aussi, c'est une source de souffrance. Après, dans le domaine amoureux, soit on tombe sur un partenaire ou une partenaire qui est hautement sensible, et ça peut être très passionné, très fort en émotion, très beau, hein, mais pas forcément facile dans les moments de crise, hein, où on a l'impression que c'est la fin du monde, que voilà, on va se déchirer. Soit tomber sur quelqu'un qui n'est pas hautement sensible et qui va rien comprendre, qui va dire tu en fais trop, mais pourquoi tu dramatises, mais tu me colles. C'est-à-dire que comme tout est plus fort, les sentiments aussi sont plus forts. Et ça peut être formidable si c'est accepté comme une expression passionnée de l'amour. Mais si les gens ne sont pas prêts à vivre quelque chose de très, très épicé, ils vont dire oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça aussi, ça peut être source de souffrance. Et puis, Mhm. depuis 2021, il y a ce discours un peu, un peu commercial, un peu marketing, de dire que l'hypersensibilité, c'est un super pouvoir. Pourquoi pas, hein? Bien sûr, on est créatif, on est intuitif, on est empathique, etc. Mais à trop répéter que c'est un super pouvoir, que c'est extrêmement génial, on oublie les souffrances que peuvent entraîner ces sensibilités élevées. Et les personnes sont complexées en se disant, mais alors comment ça se fait que pour moi, c'est pas un super pouvoir et que j'en souffre alors que je devrais être Superman ou Superwoman avec ma haute sensibilité? C'est pas aussi simple que ça. En fait, c'est aussi une source de difficulté dans une société qui est hyposensible, qui est peu sensible, et même si c'est formidable dans certains moments, ben, à d'autres moments, c'est moins formidable, parce que les joies sont plus fortes, les plaisirs sont plus forts, mais les souffrances, les tristesses, les colères sont plus fortes aussi. Donc voilà, c'est un tableau haut en couleur. C'est pas que du positif. Mhm. C'est intéressant parce que tu as utilisé le mot super pouvoir et tout à l'heure, enfin, quand tu parlais des 5 points et tout, c'est exactement ce qui me venait. Je me disais, mais finalement, quelqu'un qui est hypersensible, ça veut dire qu'il a des capteurs qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus profonds que les autres. Donc c'est quand même pas un pouvoir, mais une capacité. Pour moi, limite, j'avais le mot capacité extrasensorielle, quoi, afin de capter des informations, tu vois, de rentrer dans une pièce et puis de sentir l'énergie des gens qui sont là ou l'émotion des gens, alors tout le monde cache tout ça. C'est quand même quelque chose d'assez, entre guillemets, pas surnaturel, mais d'exceptionnel. Et tu vois, ce qui me venait, c'est, c'est de se dire,
limite, ça serait pas normal que les gens en souffrent parce que c'est une sorte de don finalement d'être hypersensible. Oui, De... Et pour moi, c'est plutôt un don à bénir que de se dire. Alors après, peut-être que les gens n'arrivent pas à vivre avec. Enfin, je me dis, c'est ça le oui, souci, mais c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, quoi, oui, d'avoir ces oui, tu as raison. capacités de ressenti. Tu as raison, c'est un don. C'est un don et c'est euh, une capacité ou un ensemble de capacités particulièrement vives, fortes. Euh, voilà, alors don, capacité, je suis d'accord, super pouvoir, Oui, c'est un peu trop. c'est un peu Ça, trop parce que ça- ça vend l'idée qu'il y aurait une supériorité et donc ceux qui le vivent pas comme ça, ou les moments où c'est difficile, on se dit ah merde, alors je suis pas à la hauteur de mon super pouvoir. Alors que quand on dit don, capacité, oui, je peux développer mes capacités, je peux de mieux en mieux utiliser mon don, je peux voir ma haute sensibilité comme un atout, même comme une chance. Ça ne veut pas dire que tous les jours c'est facile. Hmm. Je crois qu'avec don et capacité, on respecte le fait qu'il y a des moments c'est difficile, même si c'est un don, même si ça nous ouvre toutes sortes de possibilités. Et comme tu dis, c'est vrai que ce sont des antennes. Donc les antennes, elles vont nous permettre de tout percevoir, le meilleur comme le pire. Et quand on Hmm. perçoit le pire, la violence, la malhonnêteté, voilà, les trucs moches entre humains, eh bien, ça peut nous désespérer, ça peut nous décourager ou ça peut nous mettre en colère ou nous révolter. Ça fait partie aussi de la haute sensibilité. Et quand on est avec des amis ou la personne qu'on aime ou ses enfants ou devant un beau paysage, un tableau, une œuvre d'art qui nous emballe, qui nous enthousiasme, alors oui, on va être dans cette extase, dans dans ce côté passionné, fabuleux, magique de la haute sensibilité. Il y a un peu tout ça à la fois. Alors, moi, il y a quelque chose qui me vient depuis qu'on parle, et je me dis, en fait, finalement, les personnes qu'on dit à haute sensibilité, hypersensibles, c'est juste des êtres humains normaux. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train d'inverser le truc. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est des êtres humains anesthésiés dans un système je sais pas, qui nous coupe de nos ressentis, qui nous coupe de nos perceptions, et que finalement, les personnes qui sont hypersensibles, c'est peut-être des personnes qui ont réussi à passer à travers les mailles de notre système pour rester simplement de vrais humains. Oui, Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que l'humain normal, il est anesthésié émotionnellement, que depuis qu'on est petit, on est dans un système voilà, qui nous pousse à la consommation, à la compétition, il faut pas qu'on sente, on est des hommes, il faut pas pleurer, enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors que finalement, être touché, être sensible, c'est le but d'un être humain. Enfin, oui. Je te remercie parce que c'est exactement mon point de vue. C'est un point de vue que je défends depuis une vingtaine d'années et qui a du mal à passer. Donc, je suis content que tu le partages parce qu'effectivement, mon point de vue, c'est que les humains, nous naissons extrêmement sensibles et que c'est notre qualité d'humain et que les enfants sont tous ultra sensibles, hautement sensibles. En fait, ça veut dire simplement sensibles, quoi, très sensibles comme tous les humains devraient l'être et qu'au fur et à mesure de leur éducation et de leur histoire et de leurs difficultés de vie et de leur adaptation aux normes de la société, ils diminuent, ils descendent leur niveau de sensibilité pour devenir, comme tu dis, anesthésiés, c'est-à-dire hyposensibles, peu sensibles. Et que la majorité des enfants et des adolescents progressivement vont devenir des adultes normalisés, anesthésiés, et que un petit tiers, 30% de la population, nous sommes comme les Gaulois d'Astérix et Obélix, hein, le petit village des résistants, finalement, nous n'acceptons pas, d'une façon ou d'une autre, de baisser notre niveau de sensibilité. Nous voulons rester pleinement humains, et c'est pour ça aussi que c'est difficile. Ça peut être merveilleux, fantastique, à certains moments, mais dans la rencontre avec les deux tiers de la société normalisée, anesthésiée, c'est difficile. Parce que eux nous disent, mais toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour respecter le code de la route sociale.
du mainstream, hein, du courant majoritaire, où il ne faut pas être sensible, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas ressentir, il ne faut pas avoir d'émotions, il ne faut pas avoir de sentiments, etc., etc. Et on nous le reproche. Hmm. Donc oui, je suis Oui, tout à fait d'accord avec toi. j'ai l'impression que c'est comme on est dans un courant en ce moment de qu'on appelle ça d'accusation inversée. Enfin, je sais plus comment Mm. c'est quoi le terme, mais c'est comme si les gens qui étaient hyposensibles disaient non non, mais en fait nous on est normaux, c'est toi qui es anormal, alors que c'est l'inverse. Mais ce qui me Exactement. venait aussi, c'est que il y a aussi ça parce que si on était tous hypersensibles, le système dans lequel on vit, il marcherait plus. La violence sociale, la violence des guerres, la pauvreté, enfin, tu vois, le consumérisme, il y a plein de choses comme ça. Tu vois, de manger des poulets en batterie qui sont écrasés vivants. Enfin, il y a un truc où tu te dis, mais si on était vraiment sensible, c'est impossible que le système il continue à tourner. Donc, il est obligé de conditionner les gens à se couper de leur sensibilité pour rester tel qu'il est. Enfin, moi, c'est un peu comme Exactement. ça que je le vois. Exactement. C'est-à-dire que ce qui est très, très intéressant dans ton analyse, dans ton approche, tu vas plus loin que tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est-à-dire que tu dis à quel point le système lui-même, hein, un système ou l'organisation de ce monde technocratique de productivité extrême et de consumérisme, ce système, cette organisation a besoin que la majorité des citoyennes et des citoyens soient anesthésiés pour pouvoir continuer à fonctionner aveuglément dans cette aberration des animaux maltraités et des humains maltraités et de la nature maltraitée. Et Oui. que le tiers des personnes vraiment sensibles, vraiment humaines, qui sont restées vraiment humaines et vraiment sensibles, et qui ne veut pas se résoudre à s'anesthésier et à s'aveugler, à vivre dans cette ignorance de l'anesthésie par la consommation, euh, ce tiers-là, il est embêtant pour le système. Mm. Ma proposition depuis quelques années, je l'appelle la révolution sensible, c'est justement de faire en sorte et ensemble que les enfants restent hautement sensibles toute leur vie et deviennent des adultes hautement sensibles pour que justement l'écologie, le respect de l'humain, la solidarité, le respect de la nature et de la planète, ce soient des choses évidentes, naturelles, qu'on n'ait pas besoin d'éducation à l'écologie ou à l'empathie ou à je sais trop quoi, parce que pour nous, être sensibles, c'est évident qu'on doit respecter les plantes, la terre, les animaux et les humains, évidemment, quel que soit leur âge, garçons, filles, hommes, femmes. Oui, puis respecter ce qu'on sent. Ça veut dire Oui, que le système, je sais pas, on est dans un travail, on nous demande de faire ça, à l'intérieur de nous, ça nous met de la colère ou de la tristesse ou de la honte ou je sais pas, et d'un coup, il faut éteindre ça pour continuer, alors en fait, c'est aussi ça, pour moi, la plus grande violence, c'est se couper de ce qu'on ressent et de ce qui est juste ou non pour nous. C'est que le système, j'ai l'impression qu'il nous dit, bon, ben, fais ça, ce que tu en penses, ce que tu sens, c'est pas grave, on s'en fout, voilà, continue à le faire. Et alors voilà. peut-être que pour la personne, c'est une horreur. Elle peut pas faire ça parce qu'elle a pas envie, parce que c'est pas elle, parce elle peut pas le faire, mais elle s'y contraint. Oui, Enfin, et c'est très important ce que tu dis parce que c'est source de maladie. C'est-à-dire que si, et ça, ces dernières années, j'ai fait de plus en plus de lectures et vu de plus en plus d'études là-dessus, c'est-à-dire que si je me contrains, pas une fois, hein, mais répétitivement, à ne pas dire ce que je ressens, à ne pas pouvoir dire ce que je pense, à ne pas pouvoir dire je ne suis pas d'accord, à ne pas pouvoir protester en disant attention là, vous ne me respectez pas, vous ne respectez pas ma sensibilité, vous ne respectez pas mon corps, je vais atteindre mon système nerveux autonome. Au bout d'un moment, ma capacité de révolte est anéantie. Et donc, justement, c'est l'anesthésie, c'est le figement, hein, c'est le gel, comme on dit au niveau de la neurobiologie. Et ça va faire chuter l'immunité. Et donc, c'est la cause de la plupart des maladies civilisationnelles, avec les problèmes d'alimentation, de malbouffe, d'agriculture industrielle et d'industrie pharmaceutique. Donc, plutôt que de vouloir nous vacciner à tout crin, à tout va, partout, dès la naissance, en nous faisant croire, parce que ça leur rapporte tellement gros tous ces vaccins, en nous faisant croire qu'on sera plus immunisé
La véritable chose, c'est de nous laisser être des vrais humains dans notre sensibilité, dans notre nature, car nous avons une bonne immunité et de bonnes capacités d'auto-guérison. Donc, en respectant notre sensibilité, en fait, c'est de santé publique et on n'aura pas Mhm. besoin de tous ces vaccins. Ça va jusque-là. Oui. On en revient à la base d'une maladie, hein, c'est un mal à dire, c'est quelque chose qui n'est pas exprimé, hein. Enfin, ça fait longtemps que ça s'est acquis, mais c'est l'expression, enfin, plus on se censure et plus on va devenir malade sur tous les plans, que ce soit émotionnel, physique ou... Après, j'aimerais bien revenir sur parce que tu parlais justement d'éduquer les enfants pour qu'ils gardent leur hypersensibilité, mais est-ce que tu as des pistes ou est-ce que tu as des... Qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, avec les enfants pour qu'ils gardent leur sensibilité ou qu'ils la développent? Parce que tu as abordé ça Oui. tout à l'heure et j'aimerais bien aller voir la suite, moi. Oui, alors ça, c'est une question très importante parce que, en fait, ça demande que certains adultes, autant que possible, hein, certains adultes dans les familles et dans les écoles soient sensibles. C'est-à-dire que pour que les enfants puissent continuer à développer leur sensibilité, non seulement rester sensibles, mais la sensibilité, on peut la développer aussi. Donc développer toutes ces capacités sensibles au maximum pour finalement épanouir leur humanité, ça demande qu'il y ait suffisamment d'adultes dans le système éducatif, famille, euh, école, mais aussi on va dire un peu dans le système politique, là où sont pensés les programmes, etc., qui soient sensibles et qui soient favorables à la sensibilité, qui trouvent que la sensibilité est belle, qui ont envie de développer leur sensibilité, et surtout que les enfants puissent exprimer et développer leur propre sensibilité. Donc ça, c'est un préalable. Et c'est important de le dire parce que sinon, tout ce que je vais dire après, ça va pas pouvoir marcher. Parce que ce qui se passe après, c'est qu'on sait maintenant par les neurosciences affectives et sociales, qui sont les dernières, la dernière branche des neurosciences, elles s'appellent maintenant les neurosciences affectives et sociales, c'est-à-dire qu'elles travaillent sur la relation, les émotions, la connexion à l'autre, le lien, la relation. On sait que le cerveau des enfants et leur système nerveux se développe mieux quand il y a de la bienveillance, quand il y a de l'empathie, quand il y a de l'écoute, quand justement chaque enfant peut dire voilà ce que je ressens, quand il y a du temps et quand il y a de la présence des adultes. Et surtout quand il n'y a pas d'hierarchie. C'est-à-dire, il y a des écoles un peu partout dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a des écoles de toutes sortes. Ce pas des écoles de type Montessori, ou bien sûr, ça peut être Montessori, ça peut être autre chose, mais il y a des écoles de toutes sortes où soit l'enseignant, soit la directrice ou le directeur de l'école vont saluer un par un les enfants le matin avant d'arriver. Et il y a même maintenant, je crois que c'est en Corée, devant la porte d'entrée de la classe, 6 possibilités de se saluer. Ça peut être de loin, ça peut être avec un signe, ça peut être avec un check, ça peut être en se Hmm. serrant dans les bras, ça peut être avec un mot. Et l'enfant, en arrivant, même tout petit, hein, il va Vas-y. poser sa main sur le type de salut qui, ce jour-là, est bon pour lui. Et l'adulte va respecter ce type de salut. Et ils vont donc prendre le temps nécessaire pour que tous les enfants de la classe saluent l'adulte avant d'entrer. Donc, on est dans la connexion, on est dans le contact. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire court à des enfants, à des adolescents, si on n'a pas d'abord été en contact humain les uns avec les autres. Et après, on reste dans la bienveillance, on reste dans l'empathie, on reste dans la négociation. Ça n'est pas disciplinaire, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des moments en classe où on va devoir négocier parce que tel élève n'a pas envie de travailler, ou il s'est passé quelque chose pendant la récréation, et il faut d'abord parler de cet incident émotionnel ou relationnel qui s'est passé entre des petits humains ou enfin, des enfants ou des adolescents dans leur vie entre eux, pour pouvoir parler de maths, d'histoire, de français, d'anglais ou d'autres choses, de biologie, au lieu d'imposer le programme comme s'il ne se passait rien dans leur vie, comme s'il ne se passait Hmm. rien dans leur corps ou dans leur cœur. Et à certains moments, on va donc être, quand ils sont adolescents ou préadolescents, faire des débats sur la sexualité, sur la drogue, sur les jeux dangereux, sur l'alcool, sur le consentement, sur toutes sortes de choses qui les intéressent. Parce que si ce qui les intéresse reste dans leur tête
et que ça n'est jamais parlé en classe ou en famille, ben, ils vont pas pouvoir être en relation avec les adultes. En se disant, mais ça les intéresse pas, eux, ces histoires d'amour, de sexualité, d'amitié, de quel métier je vais faire plus tard, ma vocation, ma passion, etc. Si on ne parle pas des choses essentielles à certains moments à l'école, au collège et au lycée, forcément que les jeunes, ils vont, au bout d'un moment, dire, j'en ai rien à foutre de votre truc. Donc tout ça, ça permet l'expression de la liberté. Et le problème de ces systèmes autoritaires qui anesthésient la grande majorité de la population, c'est qu'ils ont peur de la sensibilité, ils ont peur de la pensée, ils ont peur de la liberté. Or, si tout le monde vit dans la sensibilité, la pensée spécifique, réelle, ancrée, et la liberté, ben on sait comment faire avec. On n'a pas besoin d'en avoir peur. Ça me fait penser, j'ai un ami qui a dirigé une école démocratique pendant quelques années, où justement, ils étaient vraiment à l'écoute des enfants, et puis les enfants et les adultes qu'ils encadraient étaient au même niveau. Et il m'expliquait un jour qu'ils avaient recruté des professeurs qui venaient de l'éducation nationale. Et en fait, ils ont tenu un mois ou deux, puis ils sont partis parce que le système de valeurs était tellement différent qu'ils n'arrivaient pas à se mettre dans le moule de l'élève a le droit de me dire que je suis nul et puis il a le droit de décider aussi. Ils étaient dans le système autoritaire d'avant. Et en fait, ils n'ont pas tenu le choc, quoi. Et Oui, ça, je trouvais ça très parlant, quoi, de voir à quel point le conditionnement est là, quoi. tout à Ouais. fait. Donc, Mhm. changeons aussi les adultes, pas que les enfants. Enfin, les enfants, eux, ont besoin de pouvoir exprimer leur sensibilité telle qu'elle est, sans censure, sans aucune forme de censure. Mais les adultes ont besoin de se réouvrir à leur propre sensibilité sans en avoir peur, parce que sinon, ça donne des adultes autoritaires qui ont besoin de la hiérarchie, qui ont besoin de la discipline, qui ont besoin des sanctions. C'est tout un système de pouvoir qui est fondé sur la non-sensibilité et donc sur la peur de la sensibilité. Moi, j'ai envie de revenir aussi à ce qui me venait tout à l'heure par rapport aux personnes à haute sensibilité. Euh, on parlait de la souffrance au travail et de la souffrance dans certains milieux professionnels, mais est-ce que la solution, c'est pas de mettre justement cette sensibilité ou cette capacité au service? Moi, je te dis ça parce que je vis, mon épouse est hypersensible depuis la naissance avec des canaux développés, enfin, pas que kinesthésiques ou émotionnels, et encore avec d'autres canaux. Et elle en a fait justement son travail parce qu'elle était tellement en souffrance que elle a fait d'abord éduc et puis après psychologue et puis après elle accompagne en énergétique. Mais c'est comme si elle est passée de subir cette sensibilité et d'être vraiment en incompréhension, en souffrance du style ben je vais plutôt me l'approprier pour en faire quelque chose et que finalement maintenant c'est devenu un talent. Mais est-ce que justement voilà l'idée que j'avais, est-ce que la solution c'est pas de mettre cette sens au lieu d'être dans un système qui l'écrase, c'est de se dire, OK, maintenant je reconnais ma sensibilité et je vais en faire quelque chose pour pouvoir être bien avec et la développer et qu'elle serve en fait. Parce que si elle est là, c'est pas une tare, c'est au contraire une qualité qui doit être mise au service pour plus que soi, quoi. Oui, et justement, il y a des entreprises maintenant qui sont minoritaires, mais qui choisissent des profils atypiques, qui vont choisir des personnes hautement sensibles, des personnes à haut potentiel intellectuel, des personnes avec des troubles autistiques, qui vont sciemment, hein, délibérément choisir toutes ces personnes atypiques pour venir nourrir l'entreprise de quelque chose d'autre. Et ce sont des entreprises qui fonctionnent bien. Et puis il y a aussi les entreprises libérées, c'est-à-dire des entreprises d'autogestion, des entreprises démocratiques où il n'y a pas de hiérarchie, où tout est discuté à certains moments qui sont précisés, je crois que c'est une fois par semaine. Et à partir du moment où un projet est intéressant, on dit vas-y, essaye, fais ce que tu peux par rapport à ce projet. Si tu as besoin de ressources et qu'on les a, on te donnera ces ressources pour mener à bien ton projet. Et c'est discuter comme ça sans que quelqu'un dise oui ou non. C'est l'ensemble des personnes qui favorisent l'émergence de projets individuels ou de groupes à l'intérieur de l'entreprise. Donc il y a déjà des entreprises qui fonctionnent différemment. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on connaisse mieux leur existence et leur réussite, parce que le plus souvent, ce sont des entreprises qui s'en sortent bien, et qu'on arrête de penser comme pour l'éducation nationale, qu'on arrête de penser que c'est le modèle hiérarchique
C'est le modèle de pouvoir, le modèle de sanction, le modèle de pression. Qui est le bon modèle? Non, c'est pas vrai. Et ce qu'on a besoin de changer aussi, c'est un niveau politique. Alors ça commencera peut-être par les mairies, hein, par les communes de petite taille, mais que ce soit des femmes et des hommes sensibles qui animent et non pas dirigent, qui animent les communes et qui montrent que c'est possible. Après, ça deviendra peut-être au niveau des départements, des régions, avant que ce soit au niveau des pays. Parce que la politique, elle est tellement hiérarchique, tellement fondée sur le pouvoir et sur c'est même pas la compétition, c'est la guerre, que ce modèle-là, on a besoin aussi de le changer. Et d'ouvrir, comme pour ton épouse, tous les canaux, c'est-à-dire même extrasensoriels, de ne pas avoir peur non plus de ce que la sensibilité nous permet de percevoir au niveau subtil, au niveau invisible, au niveau de l'énergie, puisque tout est énergie. Eh ben, on arrive loin avec l'hypersensibilité. Oui. Mais j'aime bien parce que tu as un terme aussi dans tes ouvrages où tu parles souvent d'ultra sensible pour faire la différence entre les hyper. D'après ce que j'ai compris, tu me diras si je me trompe, mais les hypersensibles, c'est plutôt les personnes qui sont en souffrance de leur capacité. Et les ultra sensibles, c'est les personnes qui ont fait la paix avec et qui ont, au contraire, développent leur intuition, leur créativité. Et finalement, il faut juste devenir des ultra sensibles, Oui, alors positifs. ça pour moi c'est très important parce que depuis le début je n'aime pas le terme hypersensible pour toutes sortes de raisons. La première elle est personnelle, c'est-à-dire que dans ma famille on me traitait d'hypersensible avant même que ce terme soit connu de façon médiatique comme ça. Mes parents me disaient oh toi tu es hypersensible mais vraiment dans le sens d'une tare quoi, d'un énorme reproche, de la pire des insultes qu'on puisse faire à quelqu'un, c'était d'être hypersensible. Donc pour moi ça résonne comme quelque chose qui n'est pas bon, vraiment pas bon. Ensuite, du point de vue de la langue francophone, hyper, c'est un préfixe euh, qui est péjoratif. Ça veut dire trop, ça veut dire excès. Donc, se traîner ce truc hypersensible, ça veut dire que si je dis que je suis hypersensible, ça veut dire que je suis trop sensible, c'est-à-dire que je me reproche à moi-même d'être trop sensible. Donc déjà, ça me gênait. Et avec Marie-France de Palacio, quand on a créé l'Observatoire de la sensibilité, on s'est dit, qu'est-ce qui, dans la langue française, pourrait valoriser la sensibilité? Eh bien, il y a ultra, comme les ultraviolets, les ultrasons, qui veut dire plus, mieux, le plus haut degré de sensibilité. Donc ça nous semblait juste parler d'ultrasensibilité. Et on a, pendant quelques années, essayé de valoriser l'utilisation d'ultrasensible, ultrasensibilité. Puis un jour, avec l'Observatoire de la sensibilité en 2019, on a fait une grande enquête pour savoir comment les gens vivaient leur sensibilité élevée. Et on a eu une très bonne nouvelle, un très bon résultat, c'est que 50%, un tout petit peu plus de 50%, donc la majorité absolue des personnes hautement sensibles vivent bien leur sensibilité élevée. Et ces personnes-là préfèrent dire ultra sensibles, alors que les personnes qui en souffrent, qui ne savent pas comment s'en sortir, qui ne savent pas comment vivre leur sensibilité élevée, elles préfèrent dire je suis hypersensible. Donc on s'est dit, tiens, là il y a quelque chose de très net. Hypersensible, c'est celles et ceux qui n'arrivent pas à bien le vivre. Et ultrasensible, comme tu le dis, c'est celles et ceux qui ont fait la paix avec leur sensibilité, qui trouvent que c'est une capacité ou un don ou quelque chose de fabuleux. Ça ne veut pas dire que ce soit facile à vivre tous les jours, mais elles ont trouvé comment faire, des astuces ou une thérapie ou un changement de vie, et elles sont heureuses d'avoir cette sensibilité élevée, qui est leur sensibilité humaine. Et puis, voilà, chemin faisant, maintenant, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui se disent ultra sensibles dans ce sens-là. Et à l'Observatoire, pour nous aligner sur les autres pays, on parle aussi de haute sensibilité, mais ça, c'est de façon plus générale, la sensibilité élevée en général. Ce qui me venait pendant que tu parlais, c'est que je me dis le préfixe hyper, ça me fait penser à hypermarché, quoi. Hypersensible, hypermarché, c'est comme si c'était le monde qu'on connaît qui veut contraindre justement les gens hautement sensibles. Exactement, exactement. Et le risque aussi, parce que hypersensible et hypersensibilité, ce sont des termes médicaux, hein, qui veulent dire intolérance et allergie. Le risque, c'est que les gens qui se disent hypersensibles et qui vont voir leur médecin en disant ah, mais je suis hypersensible, ils ressortent avec des anxiolytiques ou avec des antidépresseurs ou avec des psychotropes. C'est-à-dire que la médecine, elle est prête à vous fourguer tout hein, pour pouvoir gagner encore plus d'argent. Et donc là, il y a un risque que ce soit utilisé, récupéré par les hypermarchés de la Ouais. médecine et de la pharmacie.
Oui, parce que dans le monde dans lequel on est, être ultra sensible, c'est une pathologie. Donc, faut être traité. C'est pas quelque Voilà, c'est chose de ça. normal, finalement, pour un médecin. Il va vous prescrire des anxiolytiques parce que vous n'êtes pas normal, vous correspondez pas au moule du système. Vous n'êtes pas assez endormi. Non, l'ultrasensibilité, ça n'est absolument pas une maladie, c'est un tempérament. Voilà. Euh, Moi, j'ai une autre question alors, qui concerne pas vraiment les ultrasensibles, mais je sais que tu es aussi chercheur en psychologie clinique. Et j'aurais bien voulu que tu nous dises un petit peu en quoi ça consiste, voilà, rapidement peut-être. On va peut-être pas faire tout un sujet dessus, mais qu'est-ce que tu cherches enfin, qu'est-ce que tu fais quand tu fais de la recherche en psychologie? Alors, la psychologie clinique, c'est la rencontre d'un thérapeute ou d'une thérapeute avec une personne qui vient le ou la consulter. Donc parfois on dit patient, parfois on dit client, peu importe. Donc la psychologie clinique, elle s'intéresse vraiment à la thérapie. C'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre dans une rencontre entre deux humains que la personne qui est venue aille mieux ou s'épanouisse ou se comprenne mieux, ça dépend quelle est sa demande au départ, hein, ou vive mieux certaines choses de son existence. Donc on va chercher spécifiquement sur ce qui se passe en thérapie. Et moi, je suis vraiment passionné par le processus thérapeutique. Qu'est-ce qui fait qu'une personne vient en thérapie, quelle est sa demande et comment elle va pouvoir mieux se connaître, évoluer, guérir quand il y a besoin de guérir ou mieux vivre dans certains domaines de sa vie. Donc, c'est surtout là-dessus que je cherche. Après, en psychologie, la tendance alors, il peut y avoir psychologie du travail, comment bien vivre au travail, psychologie à l'école, comment bien apprendre, etc. Moi, c'est plutôt ce processus thérapeutique qui m'intéresse. Et au-delà de ça, les grandes révolutions récentes, c'est qu'on s'est trop longtemps euh, focalisé sur les maladies, justement, sur les pathologies, sur ce qui n'allait pas, et qu'on croyait toujours que quand ça n'allait pas, c'est qu'il manquait quelque chose à la personne qui était malade ou qui souffrait, même sans être malade, qui souffrait. Alors que la psychologie a beaucoup évolué vers quelles sont mes ressources et comment je peux utiliser ces ressources pour continuer à aller bien si je vais bien, aller mieux si je sens que je pourrais aller mieux, ou changer de vie si ma vie ne me correspond pas, ou rester sensible dans un monde qui me demande de ne pas être sensible, c'est-à-dire vraiment être de plus en plus à l'écoute de ce qui fait mes spécificités, ma singularité, mon désir, et comment moi-même, avec mes ressources, je peux faire en sorte de vivre cette vie-là. Donc c'est ça aussi qui est passionnant, c'est que on va de plus en chercher vers le corps, par exemple, la respiration, la digestion, les mouvements qui apaisent, au contraire, qui tonifient, et beaucoup la relation, comme je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans une relation? La connexion, la communication, le fait de se respecter tout en disant exactement ce qu'on pense et ce qu'on sent et ce qu'on souhaite. Tout ça, ça fait partie des recherches en psychologie. Hum. Ce que tu me dis, ça me fait penser, c'est que c'est comme si avant on allait chercher, on essayait de combler le moins, le manque, et que là maintenant on va plutôt développer le plus, quoi. Développer le, je veux dire, la bonne vibration au lieu d'aller essayer de combler la mauvaise. Parce que si on comble la mauvaise, ça veut dire que on met l'accent que sur ce qui va pas tout le temps. Exact, Et au lieu de, et peut-être que maintenant on change de paradigme, on est en train de comprendre exactement, pour aller bien, il faut pas regarder le négatif, mais il faut développer le positif pour que ça exactement, contrebalance. Ouais. exactement. Et on parle beaucoup de vivance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis vivant? Quel est mon élan vital ou ma vitalité? Et que c'est ça qu'on va soutenir. On va soutenir la vie. Et je trouve que c'est passionnant. On arrive bientôt à notre heure d'interview. Alors avant de conclure, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur le sujet ou sur ce qu'on a dit ou sur la haute sensibilité? Est-ce que tu as envie de conclure avec quelque chose? Oui, et qui rejoint tout ce qu'on s'est dit finalement, c'est que l'être humain est sensible, la vie est sensible. Donc faisons en sorte que pour nous-mêmes et nos proches, toutes les personnes avec qui on est en contact, la sensibilité soit bienvenue, ce soit vraiment le, le- le trésor de la vie, le trésor de l'être humain en pleine capacité, en pleine, euh, en pleine possession de ses moyens, et que ce soit ça qui nous permette de bien vivre ensemble, que la sensibilité, au lieu d'être vue parfois comme un problème ou une difficulté, elle soit au contraire
soutenu, développé, valorisé, comme étant ce qui va nous permettre d'être de plus en plus humains en bonne relation d'entraide, de coopération, de convivialité entre nous, et que c'est aussi la sensibilité qui va nous permettre de mieux respecter la nature et de mieux vivre en harmonie avec la nature. Donc on a tout intérêt à être des êtres sensibles qui sommes en relation avec d'autres êtres sensibles. Il y a un truc, un dernier truc qui me vient, mais c'est aussi parce qu'on est sensible que la vie, elle a du sens. Mm, mm. Et que souvent, là, on est dans une société où les gens, ils sont en perte de sens parce que ils savent plus le but de qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, c'est quoi le sens, c'est quoi leur direction. Mais est-ce que justement, c'est peut-être pas parce qu'ils manquent de sensibilité? Parce que si on sent pas les choses, ça peut pas avoir de sens, en fait. Tu as tout à fait raison, parce que souvent on entend dire qu'il faut donner du sens à sa vie ou à quelque chose, et c'est pas un truc qu'on va plaquer, hein, une idéologie de plus, même si c'est une idéologie de développement personnel. C'est pas parce qu'on nous dit que c'est bien qu'il faut qu'on croit que c'est ça le sens de notre vie. Or, le sens de ta vie, le sens de ma vie, il ne peut émerger qu'à partir de ta sensibilité pour ta vie à toi et que ma sensibilité pour ma vie à moi, et dans la rencontre de nos sensibilités, dans ces échanges qui font qu'on s'enrichit. Et c'est là que le sens va naître, de la sensibilité, tu as raison. Bon, un dernier mot pour la route. Ben, vive la vie, vivons, vivons ensemble, voilà, et savourons la vie grâce à notre sensibilité. Ben, merci, Saverio, d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Merci Merci, à toutes les personnes ben, qui suivent ces interviews, qui les regardent, qui les like. N'hésitez pas, voilà, si ça vous plaît, likez, partagez, commentez, invitez vos amis à découvrir la chaîne pour que voilà, il y ait encore plein d'autres interviews aussi intéressants que celui-là et encore plus. En tout cas, merci Saverio merci, d'avoir pris ce temps. Et merci. puis, belle journée à toi et au revoir tout le monde alors. Au revoir.